Voilà, là ça va? Vous m'entendez? C'est bon? Bonjour. Je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis psychothérapeute sexologue à Paris depuis plus de 20 ans. Et j'organise des stages en Normandie et des chemins initiatiques tels que Apprivoiser la mort, ainsi que des marches de vie pour traverser l'épreuve du deuil. Donc comme vous pouvez le constater, la mort est une complice depuis des années dans mon métier. Et la mort a plusieurs images, plusieurs manières de se présenter à vous. Et c'est très souvent quand elle vient à vous que vous venez chez moi, en fait. Comment la mort se présente? La mort, c'est avant tout l'irréversible. Et l'irréversible, on l'a quand on a un deuil, bien sûr, mais aussi quand on a une rupture avec quelqu'un. C'est un deuil, c'est irréversible. Quand on a une maladie, il y a avant et il y a après. Quand on a un handicap, quand on a une agression, le moment où on est agressé va changer complètement la vie. Le viol, l'inceste, tous ces traumatismes sont des morts parce que le monde précédent ne ressemble plus du tout à celui qui va suivre. Et puis il y a la mort aussi, cette angoisse de mort qui peut être celle qui empêche d'aller à l'autre. Pourquoi? Parce que d'aller à l'autre, c'est risquer d'être plein, risquer d'être heureux, et donc risquer de perdre et de souffrir. La peur du vide commence d'abord par la peur du plein. Ça, c'est aussi une des raisons qui font que l'angoisse de mort agit sur l'individu et ne lui permet pas d'être heureux et d'aller dans l'amour. Il y a une autre expression de l'angoisse de mort qui est un peu trop présente, c'est jouir. Une difficulté à jouir vient souvent du fait qu'on ne peut pas se lâcher dans l'inconnu. On ne peut pas se laisser jouir, parce qu'on ne va pas jouir, on se laisse jouir, s'abandonner. Ça aussi, c'est un schéma qui se travaille avec l'angoisse de mort. Et puis, il y a le besoin de tout contrôler, en espérant que comme ça, si on contrôle tout, elle ne pourra pas venir, elle ne pourra pas changer votre vie. Enfin, une autre facette de la mort, c'est la peur d'être abandonné. L'idée que si je tiens la main de quelqu'un, je ne vais pas mourir. Tant qu'il y a quelqu'un, je ne mourrai pas. Voilà toutes les facettes qui amènent plein de patients chez moi, mais qui sont en fait le travail de la mort. La mort nous structure, nous crée ce que nous sommes. C'est elle le tailleur de nos âmes. Et il n'y a rien de nouveau à tout ça, dans tout ce que je viens de vous dire. Alors qu'est-ce que je fais là, à vous dire la mort est tabou? Surtout moi qui suis d'une génération où on ne voulait plus entendre parler de mort. Nos parents, nos grands-parents avaient fait guerre sur guerre. Et vraiment, s'il y a une chose qu'on ne voulait plus, c'est entendre parler de restrictions, de limites, de cédures, de phrases qui disaient « tu ferais encore 5 km sur le ventre pour manger ce bout de gras », d'ennemis, qui parlaient de blessures et de traumatismes. C'était cette génération-là, nous on n'en voulait plus. On voulait des jardins fleuris, on voulait la liberté, on voulait l'amour, on voulait la communauté, on voulait pouvoir aller en Allemagne apprendre l'allemand, on voulait pouvoir aller en Russie apprendre le russe. On n'avait plus d'ennemis. Notre génération, 68, 70, 75, ce qu'on voulait, c'était la liberté. Et cette génération ne voulait pas non plus d'une société industrielle, on ne voulait pas tout ça. On a rejeté tout pour une vie qui voulait être la vie de jouir, tout simplement. Le résultat, c'est qu'on a fait exactement l'inverse. Et notre société aujourd'hui, à part qu'elle a des lunettes, notre société aujourd'hui, à force de fuir la mort, est en train de fuir la vie. Et elle a fait quelque chose de terrible, c'est que la mort est devenue tabou. Et un tabou, si on regarde le fondement d'un tabou, eh bien, il a la propriété de faire qu'on n'a pas accès à la connaissance. Si je ne peux pas imaginer que mon mari a abusé ou ma femme a abusé de mon enfant, je ne peux pas le voir. Parce que dans mon monde, ça n'existe pas. Et parce que ça n'existe pas dans mon monde, je n'y ai pas accès. Je rentre dans un schéma de tabou. Ce qui fait que quand le tabou saute, parce qu'il faut regarder les faits tels qu'ils sont, on se retrouve dans un schéma de rage, un schéma d'impuissance, de colère, mais on ne sait toujours pas que faire. Et je crois que ce que je montre au niveau de l'individu risque de
de se produire au niveau de notre société. Notre société est taboue, et enfin, la mort est taboue, et notre société est donc en danger. Parce que si l'irréversible, on n'en a plus la conscience, comment protéger que ce soit notre espèce, les forêts, les animaux ou quoi que ce soit? Si dans notre tête, on a toujours l'idée qu'on pourra réparer, si on détruit les forêts, on pourra toujours les refaire, si on a des déchets, on pourra toujours s'en sortir, l'idée qu'on est tout puissant et qu'il n'y a pas d'irréversible fait que quelque part on est en train de créer l'irréversible. On permet l'inacceptable d'arriver parce qu'on est dans un monde virtuel. Et c'est de ce monde que je vais vous parler pour vous montrer l'évolution qu'il y a eu pendant ces 50 dernières années qui ont fait que notre cerveau, à notre insu, même dans les générations plus anciennes, on nous a donné des lunettes qui ne nous permettent plus de voir. On voit, mais on ne voit pas. On sait, mais on ne sait pas. Parce que si on était conscient de ce qu'on sait, il n'y en a pas un de vous qui serait dans cette salle. On serait en train de hurler. Donc comment on en est arrivé là? Ça a toujours été ma question depuis quelques années. Et pour que ce soit assez facile à suivre, je vais vous donner l'exemple de deux enfants. Un qui est né dans les années 50 et un qui est de maintenant. Celui qui est né dans les années 50, il a conscience de la mort déjà au niveau de son monde extérieur. D'abord, dans les années 50, la population n'est pas, pour la moitié de la planète pour la première fois, en zone urbaine. On est encore dans des villages, et les villes ne sont pas des échalandages de produits à vendre, mais il y a encore de la production, il y a encore une mixité au niveau des richesses, donc il y a encore des petits villages dans les villes. Et il y a aussi beaucoup de gens encore dans les petites villes. Ce qui fait que ce qu'ils voient, c'est des fois quand la mort arrive, des volets qui se ferment, des tissus noirs, les maisons s'habillent pour dire que la mort est arrivée. Et pour un enfant, quand il a 8, 9, 10 ans, ce qu'il voit surtout, c'est que la mort est partout. Et qu'elle peut même aller chez le médecin, lui qui normalement guérit. Et que la mort, donc, est égalitaire, est commune. Et quelque part, il sait qu'elle va venir chez lui. Donc il a une vision à l'extérieur. Et puis, il va avoir aussi les corbillards. Ça paraît simple, mais aujourd'hui, les corbillards, on ne les voit plus. Hein. Mais les corbillards, à l'époque, ils étaient décorés. Ils avaient des petits rideaux, ils étaient magnifiques. Et on ne doublait pas un corbillard. Il y avait un respect qui se faisait. Et si l'enfant était avec sa mère, quand un corbillard passait, elle pouvait lui serrer la main. Il y a des gens qui se signaient. Il y avait un arrêt de quelque chose. On s'arrêtait un petit peu. Et à ce moment-là, il pouvait se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais pour l'adulte aussi, il pouvait se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour l'adulte? Est-ce que là où je vais, c'est vraiment important? Ce rappel de la mort était quand même intéressant au niveau inconscient. Et puis il y avait aussi les églises, les temples, où quand les gens sortaient, ils étaient tout en noir, en habit du dimanche. Il y avait une idée de cérémonie, de rituel, de quelque chose d'important à nouveau, et surtout les adultes pleuraient. On osait pleurer encore à cette époque-là, c'était pas très important, on n'avait pas besoin de passer à la télé pour pleurer, on pouvait pleurer dans la rue, et ils voyaient que la mort aussi, eh bien ça faisait que les gens, même quand on grandit, on pleure encore. Et c'était aussi bien d'apprendre que on pouvait pleurer grand. Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'était le deuil. On portait le deuil. Nous, notre génération, vous pensez bien, ça faisait 3 guerres qu'ils avaient, on en avait assez du noir, hein, c'est pour ça qu'on mettait des fleurs. Mais de là à enlever le rituel du deuil, c'était enlever quelque chose d'important. Parce que quand je suis habillée en noir, je suis en train de dire, je suis fragile à la communauté. Donc soit vous m'aidez, soit vous me préservez. Mais dans tous les cas, j'envoie un message important à la communauté. Et supposons que ce soit votre vendeuse de Franprix ou quelqu'un comme ça qui soit en deuil, aujourd'hui vous ne le savez pas. Si vous aviez, comme à l'époque, la possibilité de l'avoir habillé en noir, peut-être que vous seriez un petit peu plus précautionneux. Donc il y avait ce signal qui faisait qu'on ne se tenait pas pareil avec une personne qui était en deuil. De la même manière, quand elle enlevait le deuil, elle disait quelque chose. Elle disait, ça y est, je suis de retour. Et ça, c'était important aussi, ce rituel d'enlever le deuil. Et à l'époque, moi, je me souviens qu'avec ma grand-mère, on était dans un petit village en Cévennes, quand quelqu'un était en deuil, ma grand-mère traversait la route et allait porter ses condoléances. Ça se faisait. Et elle lui serrait la main. Et la personne
Ma grand-mère avait un don, c'est que les gens pouvaient tout de suite communiquer avec et les gens s'effondraient et disaient non, 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 c'est pas possible, c'est affreux, etc. Et ma grand-mère, à ce moment-là, disait oui, oui, oui. Moi, j'avais 10 ans, mais j'étais gênée. Je ne vous dis pas, c'était impudique pour moi de voir ces émotions, cette situation où il se regardait, où elle pleurait, où ma grand-mère disait rien. Alors j'essayais de la tirer comme ça et je lui disais hé, on s'en va, quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ma grand-mère, en sentant mon angoisse, me disait mais Ghislaine, t'as peur des larmes? Les larmes, ça nettoie l'âme. Ils sont dans la misère. Toi aussi, tu y seras, mais ça passera. Et ma grand-mère m'a appris une chose magnifique, c'est que la misère, ça passe. Et à l'époque, quand on mourait, c'était la misère. Maintenant, aujourd'hui, quand on tue, vous avez remarqué, on gagne. Dans tous les jeux, c'est la victoire. Je sais pas, on est riche maintenant quand on tue. Mais à l'époque, on disait que mourir, c'était la misère. Et on avait le droit à cette misère. Elle m'a appris ça. Donc, en fait, ce petit enfant de 10 ans, il avait aussi le rythme de la nuit. Tout s'arrêtait la nuit. La mort était là aussi la nuit. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Il y avait même le dimanche qui est menacé aujourd'hui. Mais il avait aussi le dimanche des ruptures de temps où on savait qu'il ne se passait rien. Donc il pouvait tout se passer. En fait, sous des formes différentes, le rythme, la rupture du rythme, les douleurs, il les vivait à l'extérieur de sa maison. Aujourd'hui, si on prend un jeune d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit à l'extérieur? Rien. Il y a encore des fois des petites tables quand même où on peut dire on signe. Mais à part les petites tables, les corbillards c'est des voitures normales, on peut les doubler maintenant parce qu'on ne les reconnaît pas. Donc on peut les doubler, il n'y a pas de difficulté. Et il n'y a plus aucun signe extérieur. Le deuil, on ne le porte plus. Donc il ne peut pas voir ça. Il n'y a plus de rupture de temps. La vie continue tout le temps. On a toujours l'impression qu'il va arriver quelque chose d'important. Et il n'y a bientôt plus le dimanche. Mais il n'y a aussi aucune vision de je vais vers une personne qui souffre dans la rue, que je ne connais pas forcément, qui est juste ma boulangère, qui est juste mon épicière, quelqu'un à qui je vais tout d'un coup apporter mon soutien parce qu'il est de la même communauté et parce qu'il va partager les mêmes choses que moi, c'est-à-dire la perte, et qu'on est les mêmes, on est des humains. Donc il ne va pas connaître cette attitude difficile qu'on a devant les émotions d'un étranger qui ose se confier à un autre. Pour lui, les seules informations qu'il peut avoir, c'est à travers la télé. Ça, c'est superbe, parce qu'à travers la télé, il va être en contact avec la mort par rapport au ton. Le tsunami, la météo, le sport, c'est le même ton. Vous n'avez aucune difficulté à ce niveau-là. Donc pour l'enfant, comment il peut savoir ça c'est important, ça c'est pas important? Au niveau de son espace émotionnel, c'est très très difficile pour lui de réaliser ça. En plus, à la télé, l'expression des émotions, puisqu'on a plein d'émotions de télé-réalité, l'expression des émotions, elles sont mises dans le divertissement. C'est très difficile de voir quelqu'un pleurer, de savoir que c'est le divertissement du soir. Tiens, ce soir, je vais voir quelqu'un pleurer. Bien, sympa. C'est quand même assez difficile. Et là aussi, pour un enfant de 8-9 ans, comment savoir? Cette expression de la télé qui est devenue monocorde, mais vraiment, nous on avait Jiquel, bon vous me direz, c'était tellement triste qu'il faisait la gueule tout le temps. On avait Zitrone, il explosait au plafond. Mais dans tous les cas, on pouvait dire, je sais pas ce qu'il dit, mais c'est pas bon quoi. On disait là, ça doit être super. Il y avait cette conscience que le son annonçait une information. Et ça, c'est des choses importantes pour le lien, parce que ça crée des émotions, des fois c'est désagréable, et l'enfant commence à apprendre petit à petit à les gérer. Donc aujourd'hui, sur son monde extérieur, il peut voir son internet, ses vidéos, où là, ces vidéos, il tue à gogo, et c'est génial, parce que plus il tue, plus il gagne. Donc là, on ne va pas parler d'émotion. Et il va avoir Claire Chazal, toujours la même. Impeccable, ça ne bouge pas. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Alors maintenant, l'intérieur. À l'intérieur de la maison, comment ça se passe dans les années 50 et comment ça se passe maintenant? Alors, dans les années 50, 60, 70, il y avait une chose, c'est qu'on disait tu ne me mettras pas à la maison de retraite. Bon, première chose. Je ne vais pas mourir à l'hôpital. Ça, c'est la deuxième chose. Tu ne me laisseras pas mourir à l'hôpital. Tu me ramèneras à la maison. Je veux mourir dans mon lit. C'était un point d'honneur. Ce qui faisait que, très souvent, les gens qui n'étaient pas dans les petits appartements, les familles qui étaient souvent regroupées, ce qui se passait, c'est que dans la maison qui était la plus grande, eh bien, on pouvait amener la personne qui était malade ou qui était mourante. Alors,
Pour l'enfant, c'était quand même superbe. Parce qu'on mélangeait la frite aux médicaments, c'est évident. Il y avait des émotions fortes, des fois le soir, des gens ne peuvent plus, mais il y avait aussi les cousins, quand on finit tard, ceux qui passent. Ils pouvaient aussi voir la personne diminuer doucement, c'est-à-dire petit à petit. Et apprivoiser cette déchéance qu'on aura tous, si on a la chance de vieillir, à vivre. Ils pouvaient l'apprivoiser, ils pouvaient aller dans le lit et assister à des discussions complètement folles, des prières, des fois qu'on faisait parce qu'on pensait que c'était gagné, et puis dans la seconde, l'épuisement qui fait souhaiter des fois que ça s'arrête, et le regret qu'on ait pensé que ça s'arrête aussi. Donc il assistait à toute cette contradiction, et il fallait qu'il aille à l'école quand même. Mais il avait la vie dans une phase traumatique à la maison, à connaître et à apprendre. C'était une initiation, il n'y avait pas besoin d'aller chez qui que ce soit, c'était à la maison l'initiation. Donc ça, c'est ce que l'enfant voyait à l'intérieur. Aujourd'hui, à l'intérieur, ça se passe comment? À l'intérieur, c'est la maison de retraite et c'est l'hôpital. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit souvent, parce que à l'hôpital, on dit, il est tranquille, il ne mourra pas dans mes bras, parce que je ne le supporterai pas. Très souvent, on me dit, je ne pourrais pas supporter. Mais on le met à l'hôpital parce qu'il y a des médecins. Et pour un enfant, il ne peut pas y aller souvent. Déjà, à l'hôpital, vous n'amenez pas la guitare, vous ne faites pas les marrons, ni vous faites rien du tout. Hein. Bon, c'est l'hôpital. On ne peut pas être nombreux. Ce n'est pas toute la famille qui, à côté de la chambre du malade, va partager un cassoulet. Ça, c'est pas possible. Et il faut savoir que les malades, souvent, ils aiment être un peu à l'écart, mais entendre la vie à côté. Souvent, ils le demandent, ça. Et donc, il ne peut pas voir ça, donc il va y aller peu souvent. Ce qui fait que la dégradation va être brutale, que la mort va être assimilée à de la technique. Les médecins, les appareils, tout donne l'impression qu'on est dans quelque chose de... qu'il faut être spécialiste pour être à côté. Comme si c'était pas aussi naturel que de naître, de mourir. On sait tous faire ça, ça fait des millions d'années qu'on le fait, qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 personnes à côté. On risque rien, on va mourir. Hein, on n'est pas en danger. Bon. Donc là, on se retrouve dans un système et où même les mots ont changé. Avant, on disait la personne est à l'agonie. Aujourd'hui, on dit processus vital engagé. Bon, c'est une fusée. On est en train de faire partie Ariane. Ça n'a rien à voir avec l'agonie. Si je vous dis agonie, vos mots, vos émotions vont passer dans quelque chose de complètement différent. Donc là aussi, il a des mots. Et puis quand il va se retrouver chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va se retrouver chez lui, il va voir sa mère ou son père, ou les deux, fatigués après le travail parce qu'ils font la navette. Mais il n'y a rien qui bouge à la maison. Il n'y a pas ni médicaments, il n'y a pas de changement. Il y a juste la fatigue et la contrainte. Donc, lui, à nouveau, son apprentissage est un apprentissage où il est dissocié, où il n'a pas accès à la communauté, il ne voit pas la famille, il ne peut pas aller apporter sa participation à celui qui est son grand-père, son père, sa mère, son frère qui est en train de mourir, il ne peut pas se glisser dans le lit, l'hygiène. Donc, il est privé de toute action devant quelque chose qui, des fois, est terrible pour lui. Et il ne va pas avoir d'informations parce qu'il va aller avec son père et sa mère. Il n'y aura pas les oncles et les tantes. Alors que des fois, à la maison, celui qui est le plus proche, il n'a pas le temps de voir le petit. Mais il y a le grand-père ou l'oncle qui le voit, qui lui dit « Viens, allez, viens, je vais te raconter les choses. » Et il va lui permettre de parler. Ça, c'était très important, ce qu'on avait là. Donc déjà, à ce niveau-là, cette structure-là et cet apprentissage ne se fait pas. Il est seul, et à nouveau, qui peut lui donner l'information? L'ordinateur. Il n'y a qu'en regardant des films, qu'en regardant ça, qu'il va pouvoir avoir accès à une information de qu'est-ce qui se passe pour mon grand-père. Donc il va taper par exemple le cancer, il va regarder combien de temps ça dure, il va regarder les douleurs, il va regarder plein de choses qui sont inintéressantes en fait, qui sont de l'information, mais qui ne sont pas de la connaissance. Et ça c'est très différent, la connaissance. Après, on va regarder maintenant au moment où il meurt. Quand une personne meurt à la maison, soit il est là, soit il n'est pas là, l'enfant. Dans tous les cas, la mort, l'instant de la mort, ça va vite. C'est avant que c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai accompagné beaucoup de gens dans le dernier coucher et je peux vous dire que l'instant ressemble à la vie. On meurt comme on a vécu. Mais éteindre la lumière, c'est ça. Avant, c'est comment on a vécu qu'on meurt. Si on a peur, on a peur. Si on a aimé la vie, le dernier souffle, on l'aime encore. Si on est curieux, le dernier souffle, on est encore curieux, même si on a peur. Hein.
la mort ressemble à notre vie. Et le dernier instant, il n'y a pas de raison qu'il soit différent du précédent. Hein. C'est pas possible. Donc, par contre, au moment où ça s'éteint, c'est l'entourage qu'il y a quelque chose de très particulier. Il y en a qui restent estomaqués, qui n'y croient pas, qui disent c'est trop vite, enfin, qui ne comprennent pas. Il y en a qui crient, il y en a qui disent surtout tu le dis à personne. Enfin, on se retrouve avec des schémas un peu différents des familles, mais lui, il va assister au chaos. Parce que souvent, c'est le chaos. On ne sait plus ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment il faut faire. Et des gens de sa famille qui lui paraissaient forts deviennent faibles. Ceux qui paraissaient faibles deviennent forts. Ceux qui n'étaient pas généreux le deviennent. Ceux qui pensaient s'aimer se disputent. Enfin, la famille, quoi. La famille. Et là, à nouveau, il va avoir sûrement peur, mais ça va être un apprentissage. Et de ce chaos, il va apprendre des choses parce que la grand-mère, si c'est la grand-mère, ou le père, ou la mère qui aurait dû mourir quand elle a perdu son enfant, eh bien, quelque temps après, elle est toujours là. Alors que dans sa tête, il pensait qu'elle ne se relèverait pas, ou il ne se relèverait pas. Et il découvre, ça passe, on vit. On ne meurt pas de souffrir. C'est ça qu'il découvre. Et c'est important pour lui de savoir qu'on peut tomber et se relever. Et ça, c'est le fait d'être aux côtés de ce moment chaotique qui est important. Et en plus, au moment où la personne meurt, on la garde à la maison. Et là, il y a 3 temps. Il y a le moment où la personne meurt. Et puis aujourd'hui, avec les piqûres, on peut garder les gens très bien. Et puis c'est pareil avec ceux qu'on a mangés. Il me disait, il était naturopathe l'année dernière, qu'on est très bien conservé. C'est impeccable. Donc on se conserve beaucoup mieux. Et en fait, on peut mettre la personne n'importe où. Nous, avant, on le mettait dans une chambre qui était froide, on coupait le chauffage et tout. Maintenant, c'est bon. Donc, on peut mettre la personne, on peut la laisser là, sans mettre un grand décorum. Et il y a 3 temps. Il y a le temps où elle meurt, où elle a un visage. Et puis, il y a le temps où elle devient un cadavre. Et ça se passe en 3-4 jours. Et ces 3-4 jours, c'est là où on fait les veillées, où les gens arrivent, etc. Ces 3-4 jours sont très importants. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne devient un cadavre, on sait qu'elle n'est plus là. Donc, on peut l'enterrer. Donc, on peut l'amener à la crémation si c'était son choix. Parce que le corps change. Et c'est pour ça que je suis absolument contre cette décoration qu'on fait de plus en plus. On me dit, il ne faut pas traumatiser les enfants, il ne faut pas qu'on soit traumatisé, on le maquille. Mais on ne va pas en faire quelqu'un qui dort, sinon comment vous allez l'enterrer? Moi, quelqu'un qui dort, je n'enterre pas. Et encore moins la crémation. Par contre, si c'est quelqu'un, comme j'en ai vu beaucoup, au moment où il devient un cadavre, on le sait que c'est fini. On le sait. Et c'est une étape très importante parce que cette image, on me dit, elle te marque. Oui, elle marque, et tant mieux. Parce qu'elle devient une porte entre le vivant et le mort. Et quand vous repensez à lui, parce qu'au début, on se dit, oh non, c'est pas possible, il n'est pas mort. Paf, vous avez cette image qui revient. Vous dites, ah oui, ça y est, il est mort. Et cette image, peu à peu, elle crée cette différence dont on a tant besoin pour savoir ce qui est vivant et ce qui n'est plus. Et puis, il y a ce qui se passe quand on est à la maison, c'est qu'il y a des étrangers qui viennent, en fait des amis, des gens qui viennent juste lui faire leurs derniers adieux. Et ils racontent des choses. Et là, c'est la 3e position. Il devient un défunt. Un défunt, c'est quelqu'un dont vous apprenez qu'il rigolait comme un fou au travail. Vous dites, ah ben à la maison, il n'a jamais ri. Vous découvrez qu'il avait de l'humour, et ça, vous ne le saviez pas. Et là, à cette 3e phase, eh bien, cette personne, elle est en train de changer, et la personne qui est morte, eh bien, elle ne vous appartient plus. Elle est en train de devenir autre chose, votre défunt, et vous allez y faire une autre histoire. Donc voilà ce que va apprendre l'enfant dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, si on prend la construction, c'est un coup de téléphone, le 3/4 du temps. Et quand on arrive à l'hôpital, tout est très très vite. C'est-à-dire que, par exemple, la toilette du défunt, ça n'existe plus. C'est le rap des infirmières, tout de suite, on fait tout très propre. Hein. Donc, alors que c'était un geste d'amour dont on avait besoin. Certaines mamans avaient besoin aussi de le faire encore plus que d'autres, cette toilette. Maintenant, allez, on ne fait plus la toilette, et puis on vous le prend tout de suite. On peut rester pas longtemps, on ne peut pas chanter, on ne peut pas crier, il faut se tenir, c'est à nouveau le contrôle. Les émotions vont être contrôlées, toute la famille ne vient pas. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile parce que pour l'enfant, ce n'est que brutalité et rapidité. Il vient, il voit, quand on l'amène, parce que maintenant on dit qu'on ne peut pas montrer une personne morte parce que ça traumatise. Donc maintenant on les amène même plus. Mais enfin, quand on l'amène, il vient et c'est brutal. Et aujourd'hui, on ramène rarement à la maison aussi. On l'amène dans les salons.
dans les salons où des fois il y a des présentations florales, il y a des petits fours, et puis alors maintenant avec les nouvelles techniques, il y aura des films, il y aura tout. Hein, ça sera, en fin de compte, c'est le MOR qui continuera à vous inviter, et c'est le MOR qui va organiser tout. On n'aura plus rien à faire. Ce qui est aussi assez étonnant. Parce que pendant ces veillées, on discutait de la phrase qu'il aurait aimée, de la chanson qu'il aurait aimée, on se disputait là-dessus, mais ça obligeait à passer à des choses. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet et les progrès informatiques, eh bien, vous aurez votre clôture de compte en banque, votre clôture de Facebook, votre clôture de tout, plus les invitations pour votre décès, et tout sera marqué. Et un film qui passe où vous dites vos adieux et votre... C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever ce qui appartenait à ceux qui avaient besoin de se construire, on est en train de leur enlever cet espace où on avait encore quelque chose à donner à celui qui partait. Maintenant, celui qui part, il continue encore à faire des choses. Donc, pour l'enfant, si on regarde bien ce qu'ils auront appris entre ces deux enfants, c'est un a appris le lien, la gestion des émotions et du temps. Le second, il aura appris la dissociation, pas de temps. Et le lien, il n'en aura pas l'expérimentation. Et ça va être très très difficile parce qu'on va rentrer dans cette construction virtuelle. Et si vous pensez que cette construction virtuelle, ça ne touche que un petit nombre de gens et que vous n'êtes pas touchés, je vous propose de faire un exercice que je faisais faire dans mes groupes. C'est-à-dire, vous prenez juste conscience quand je vous dis les saumons vont disparaître, il y a à peine 30 ans, il y avait tellement de forêts primaires qu'on ne pouvait pas les compter. Maintenant, on sait que dans 10 ans, il n'y en aura plus. Il y a des terres pleines de sel, il y a des gens qui sont sur des radeaux, pas parce qu'ils ont des ambitions superbes, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce que sinon ils meurent, ils n'ont plus rien à cultiver, la terre est brûlée par le sel. Si je vous dis il y a des pollutions magnifiques et on ne peut plus respirer à tel endroit, si je vous dis toutes ces choses que vous entendez tout le temps, observez comment vous vous sentez. Certains disent, oui, ça va. D'autres disent, mais attends, c'est énorme, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, si les ours, ils n'ont plus de glace, j'y peux rien, quoi. Maintenant que j'ai appris que les grenouilles et les escargots, ils étaient aussi menacés, bon, j'en peux plus. Si je commence à regarder tout ça, qu'est-ce que je fais? Je dors plus. Il y a une lassitude, d'ailleurs on appelle ça fatigue compassionnelle, hein. Mais il y a une lassitude qui se met en place parce que tout ça, c'est ici. On n'y a pas accès. On y a accès plutôt qu'avec le cerveau. Et ce qu'on veut, c'est de l'information, plus d'information, encore de l'information. Si je vous dis maintenant, fais un break, si je vous dis maintenant, regardez comment vous vous sentez, par exemple, quand le téléphone portable, vous avez oublié la recharge et qu'on ne peut pas vous joindre. Pas bon, hein? Quand Internet a bugué et que vous ne pouvez plus y avoir accès. Pas bon, hein? Et vous n'avez pas 15 ans, hein, ici. Hein. Alors là, je vous dis, à 15 ans, c'est la révolution. Hein. On ne peut pas. Donc, regardez l'état nerveux dans lequel ça met. Et alors, donc, si je dis, supposons qu'il y a un terroriste qui coupe tout Internet. Plus de téléphone, plus d'Internet. Là, dans les groupes, il y a toujours un haut le cœur. On me dit, ah non, ça, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Je dis, parce qu'attends, tout est comme ça, c'est notre vie maintenant. Les aéroports, les banques, tout passe par Internet. Je dis, ok, d'accord, suppose quand même que ça tombe. Mais c'est pas possible, on ne le supporterait pas. Il faudrait qu'ils le remettent. Et là, on sent l'agressivité monter. Si je vous dis, je vous enlève votre téléphone, vous allez voir que vous ne supporterez pas ce téléphone. Sans téléphone. Si je vous dis, je vous enlève Internet, imaginez-vous, là, plus d'Internet du tout, il y a une angoisse qui se met en place. Donc là, il y a l'énergie émotionnelle pour descendre. Pour tout casser, pour eux, avoir son téléphone et avoir à nouveau son Internet. Pour le reste, l'eau, les saumons, le reste, on réfléchit. Puis on réfléchit beaucoup, hein, mais on réfléchit. Ce qui veut dire que ce qui nous paraît vital, c'est notre monde virtuel. Et ce qui nous paraît, dont on a besoin réellement pour survivre, l'eau, par exemple, on n'en a pas conscience, on ne peut pas se lever pour de l'eau. On ne peut pas se lever pour la terre. C'est pas possible. Et c'est quand même étonnant de voir combien notre cerveau n'arrive pas, malgré ce qu'il voit, malgré ce qu'il entend, à se mettre en route. Il y a un sentiment d'être dépassé, de rien pouvoir changer, que le monde est comme il est. Et c'est ça, la mort, quand elle disparaît d'une société. Parce qu'on n'y croit pas. On croit à l'abondance
de nos supermarchés. On croit que le monde est riche parce que c'est dit à la télé. Et vous savez, quand j'étais jeune, j'avais écouté le mythe de Platon. Vous avez dû tous en entendre parler, hein, de ceux qui sont dans la caverne et qui croient que les ombres, c'est la réalité. Et je m'imaginais être celui qui sortait de la caverne. Et moi, dans ma tête, je sortais de la caverne et je voyais des prés, je voyais des rivières, et je me disais, waouh, les autres qui sont restés enfermés pendant des générations, moi, c'est les fous, quoi. Et j'étais contente de ce mythe de Platon. Aujourd'hui, le prix à payer pour garder nos images dans notre caverne, celui qui un jour ouvre cette caverne, ce qu'il verra, c'est la terre détruite. Et c'est ce qui existe à certains endroits. Et c'est pas une discussion facile, c'est pas une conférence facile que je vous fais, c'est pas pour vous faire très peur, mais c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir, comme ce que je vous disais tout à l'heure, avec une mère ou un père confronté à un suicide, à un inceste, à quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé dans leur famille. Eh bien, ils ne savent pas que faire. Et on en est là. On ne sait pas que faire. Si on voit, on ne sait pas que faire. Et c'est ça le problème. Parce qu'on a des mots qui nous empêchent de voir vraiment. Si vous prenez sans domicile fixe, vous n'avez pas d'angoisse. Il a un domicile, mais il n'est pas fixe. Si vous pensez qu'il est à la rue, ce soir il dort là, demain il dort là. Vous ne pouvez pas passer pareil. On a des mots qui nous protègent de tout aujourd'hui. On n'y voit plus. C'est ce qui nous permet de rester endormir. Et moi, ce que je fais ici, c'est que j'essaie de réveiller un petit peu les gens. Et vous voyez, je vais vous faire un dessin assez simple. Il fut une époque où il y avait la terre et on avait la conscience d'être un avec la terre. Et puis, on s'est dissocié. Et on l'a vu. Et parce qu'on l'a vu, on l'a dominé, puisqu'on la voyait. On était dissociés, donc tout était à nous. Ça, c'est la force qu'on a eue quand on a vu la terre. On s'est mis en haut de l'échelle, elle était pour nous. Bien aujourd'hui, il y a une partie de nous qui regarde l'homme vivre et qui ne sait plus qu'il fait partie de ça, qui croit que ça peut être autonome. Eh bien, c'est faux. C'est vraiment faux. Et pour rester dans cette illusion, je vois des gens me raconter que quand ils rentrent chez eux, ils sont en couple. Par exemple, j'avais un couple de patients où la femme était enceinte et elle disait « Ce que je ne supporte pas, c'est le temps qu'il passe sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il décrit notre joie de vivre, mais il passe la soirée à la décrire. Donc moi, je ne le vois pas. » C'était quand même ça, le schéma. Lui, il rêvait son état de futur papa. Et c'est ce chemin ici qui fait que comme on est vraiment attiré pour donner plus d'images, on a des moyens techniques pour faire des films superbes, on a des possibilités d'avoir des émotions sans personne, plus d'images ici. On oublie que lui, il peut vivre que s'il y a elle ici. Et c'est cette conscience que j'essaie d'éveiller aujourd'hui chez les gens. Et si vous pensez à une société, la société qu'on a créée, puisqu'on est dans un salon zen, on est dans le monde de Siddhartha. Vieillir est interdit, on ne s'occupe plus des vieux. D'ailleurs, les maisons de retraite, ça coûte, la peau des fesses, c'est pas très mort, ça coûte très cher. On ferme les services à l'hôpital parce que c'est pas rentable. Et puis on ne veut pas voir quelqu'un vieillir. C'est presque comme une erreur de vieillir. La maladie, si vous prenez le monde de Siddhartha, il faut être jeune, beau, pas malade. C'est notre monde à nous. Partout, les films, les vitrines, tout montre un monde comme ça. Mais vous avez vu, quand il est sorti, le futur Bouddha, il a quand même vu qu'il y avait autre chose. Et dans ce monde où on est aujourd'hui, essayez de vous imaginer où, pas pour ceux qui ont une famille, qui ont construit, mais pour les plus jeunes, essayez d'imaginer où vous allez mourir, où vous allez finir votre vie. Parce que dans les conditions à l'heure actuelle, où les familles, il n'y a plus le lien, puisque l'autre est devenu, il faut rester indépendant, il faut rester libre, on en a vraiment besoin, comme si c'était d'être seul devenait presque un leitmotiv pour ne pas souffrir. Eh bien, regardez où vous allez mourir. Est-ce que vous aurez quelqu'un autour de vous? 150 amis sur Facebook, est-ce qu'il y en a un qui sera encore là?
Et où? Est-ce que les maisons de retraite, vous aurez assez d'argent pour y aller? Alors qu'on est dans des petits appartements de plus en plus petits. Qui va être à côté de vous? Mais surtout, ça ne serait pas grave. La misère, c'est pas si grave que ça. Je me souviens d'une sœur Emmanuelle me dire, tu sais, moi, la misère, je l'ai découvert quand je suis venue ici. Là-bas, ils étaient que pauvres. La misère, c'est ici. Parce qu'ils ne savent pas se connecter les uns aux autres. Ben, si vous réfléchissez à ça, la vraie misère, elle est là. Parce que même sur un trottoir, même si je suis fauchée, si je sais établir du lien avec l'autre, si je n'ai pas peur de mes émotions, eh ben, je resterai un homme. Or, le problème aujourd'hui, c'est que ces générations qui n'arrivent pas à faire du lien, elles sont connectées à plein de gens, mais la relation amoureuse, cette relation-là, ils en ont tellement peur. Et ils sont tellement dissociés que apprendre le lien à 80 ans, ça va être difficile. Parce que l'autre fait peur. Ça va être dur. Et c'est pour ça qu'il faut quand même un peu les réveiller maintenant. Mais des fois, on se dit comment les réveiller? Quand on regarde les dégâts sur les enfants de 7, 8, 9 ans qui ont fait beaucoup d'Internet, on sait qu'il y a une partie au niveau de la concentration qui ne récupéreront jamais. C'est fini. Ils ont trop regardé. On sait que la violence monte avec le manque de sommeil qui sont en train d'envahir toutes les petites chambres des ados. On est en train de créer un monde où, même au niveau de l'amour, dans leurs propres liens, dans leur propre sexualité par exemple, ils sont envahis d'images. Ils n'ont pas droit à leur propre créativité, à leurs propres rêves. Quand vous regardez le travail aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Il y a plus, on est des fonctions, il n'y a plus de lien, la valeur ajoutée d'un homme ne compte plus. On veut qu'il soit efficace, comme le système le veut, et remplaçable comme le système le veut. Où est le lien? Et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé de faire des ateliers, de donner de la place à la mort et de faire ma part. Et j'aime bien, certains ici doivent la connaître, j'aime bien l'histoire du colibri. C'est un grand feu. Et on n'arrive pas à l'éteindre, parce qu'il est immense, comme celui de notre vie aujourd'hui. Il est immense, ce feu. Les pompiers sont venus, les canadaires sont venus, tous les animaux sont barrés, tout le monde a tout fait, mais on ne peut pas. Et puis il y a un petit colibri, c'est comme ça, il va à la rivière, il prend une petite goutte dans son bec, et il revient, et il met sa petite goutte dans ce feu immense, et il retourne. Et à un moment, il y a un pompier qui est allongé, parce qu'il avait fait son maximum, il lui dit « Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le colibri lui dit « Ma part. » Et aujourd'hui, eh bien moi, j'essaie de faire ma part en faisant des marches de vie pour les gens qui ont perdu quelqu'un et qui se regroupent. Donc il y a des gens qui ont perdu un frère, une sœur, un père, un enfant. Et j'organise des marches de vie où on traverse pendant 4 jours l'épreuve du deuil. Et puis, je fais des marches de vie spéciales pour les mamans et spéciales pour les papas, pour aussi traverser l'épreuve du deuil en rituel chamanique et thérapeutique traditionnel. Et vous savez, le deuil des mamans, c'est pas la même chose que le deuil des papas. Quand on perd un enfant, même un avortement, même un acte thérapeutique, une grossesse interrompue thérapeutique, c'est pas la même chose. On retombe enceinte quelque part quand on perd un enfant. Et l'ultime accouchement, ben, il faut le faire. Et pour les pères, c'est aussi une situation très difficile. Parce que à nouveau, ils ont un enfant entre eux, un petit fantôme, entre le couple, et il faut qu'ils retrouvent la femme. Et puis ils sont à nouveau mis en deuxième posture, comme si de ne pas l'avoir porté faisait que c'était moins important pour eux. Les groupes d'hommes sont extrêmement touchants, et moi, j'aurais jamais imaginé que les hommes vivaient ça. Je peux vous l'assurer. Et puis, j'ai organisé aussi des chemins initiatiques, un chemin initiatique qui s'appelle Apprivoiser la mort, parce que la peur d'aimer, puisque aujourd'hui on rencontre quelqu'un avec la peur de ne pas avoir trouvé le bon, et qu'on va rencontrer un autre, et qu'on va rencontrer un autre, qu'on consomme des êtres comme on consomme des objets, eh bien, apprendre que perdre fait partie de la vie, que c'est une danse, ça me paraît essentiel. Donc on retrouve les blessures, et on retrouve comment depuis le monde des mondes, on sait souffrir, on sait mourir plusieurs fois, parce qu'on a toujours fait ça.
et que si on n'a pas peur de perdre, eh bien, à ce moment-là, on peut aimer. Et que la mort, eh bien, c'est ce qui vous permet d'avoir l'intense, le rare, le précieux. Parce que si cette personne devient unique et qu'à chaque instant, je sais qu'elle peut partir, eh bien, à ce moment-là, ces instants à moi, ça devient précieux. Aujourd'hui, notre société, il n'y a plus d'unique. On n'aura plus d'objets pour dire ça c'était le, je sais pas, le panier de mon grand-père, ça c'était. Il n'y a plus d'objets, tout est toujours nouveau. Et ça c'est très difficile parce que ces ancrages où on investissait l'objet avec l'émotion et l'amour, ces ancrages c'est ce qui nous construisait aussi après. Donc mes stages ça sert à faire ça et puis ça permet surtout de mieux jouir parce que quand on se lâche dans l'inconnu, on laisse la vie nous porter, eh bien on se laisse jouir avec l'autre. Voilà, je crois qu'il fait très chaud aujourd'hui, que vous n'en pouvez plus, que c'est la fin et que je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet difficile. Si vous avez quelques questions, je peux y répondre, mais si vous n'en pouvez plus, on peut se dire au revoir aussi. Je vous ai mis mes affiches ici, je ne les ai pas mis sur les sièges. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez les prendre. Et je suis au stand N14 Hall B. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée en plus avec le stage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non? Ça va? Parfait. Eh bien, bonne soirée à vous tous. Hop là.